Nous rentrons dans un projet en deux parties qui est la réalisation d'un spectacle, d'un oratorio. Et cet oratorio est parallèle à un film. On essaiera de grouper les deux choses. Peut-être que le film pourrait servir seul, ou que l'oratorio pourrait servir seul aussi, ou les deux ensemble. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'éveiller la réflexion sur la problématique des violences, des mariages forcés. Mon exemple, c'était mon papa, bien évidemment. Et donc du coup, voilà, c'était une éducation très stricte pour faire une photocopie ou n'importe. J'étais suivie par mes frères ou pour sortir ou pour n'importe quoi. Chaque année, on allait au pays, évidemment. Donc, j'ai pas visité d'autres pays dans ma vie que l'Algérie. Chaque année, donc c'était 6 semaines enfermées dans une maison avec plein de traditions, faire à manger déjà toute petite à 5 heures du matin, se lever pour faire à manger aux hommes. Et voilà, nous en retrait. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu dans ma vie. Moi, je suis née dans les années 70, fin 70, et donc du coup, voilà, cette année-là, c'était comme ça. Si par exemple, on avait d'autres idées ou quoi, la parent portait la honte du divorce ou des mariages, c'était vraiment une autre époque, hein, on va dire ça comme ça. C'est quand même les années 80, c'était pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux que ça, surtout que j'ai grandi à la maternelle, à l'école, elle est à Bruxelles, donc pour moi, la maternelle c'était tous des copains, les contes de fées c'était les mêmes pour vous que pour moi, donc Blanche-Neige on y croyait, tout ce qui était, enfin tout ce qui est Cendrillon, tout ça, on pensait vraiment à une issue comme ça, et voilà quoi, on était entre une éducation ici et à la maison autre chose, parce qu'à la maison, moi, mes parents, ils recevaient des gens et je devais servir à l'âge de 12 ans, je devais faire à manger pour tout le monde, mes frères et sœurs et tout ça. Donc c'était vraiment un monde différent. À 15 ans, donc j'ai commencé à avoir des gens qui venaient à la maison pour me demander en mariage, donc, parce que j'étais bien formée, machin. Donc mon papa commençait à s'inquiéter, et donc du coup c'était quand même des cousins proches avec qui j'ai joué au ballon quand j'allais chez la famille, tout ça. Moi je me voyais pas vraiment comme ça. Donc on m'a laissé un peu tranquille. Et puis à 18 ans, non, là c'était, je partais en vacances, c'était des vacances pour moi, donc comme les vacances que je faisais d'habitude, et je me suis retrouvée dans une chambre avec quelqu'un sur moi, j'étais mariée. Il y avait tout était déjà programmé, les fiançailles, tout ça. Donc voilà. Donc moi, ce qui a fait que j'ai accepté à ce moment-là, quoi, c'est parce que papa, depuis l'âge de 4 ans, il me dit tous les hommes sont méchants, sauf celui-là. C'est tous des ogres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est conditionné. Et puis voilà, bon voilà, parce que en fait, il parle la même langue que moi. Donc voilà, il est musulman. Alors on me le décrit comme quelqu'un qui va me protéger. Il avait 20 ans de plus que moi, donc du coup c'était presque le modèle de papa chez nous. Parce qu'il est très rare qu'un homme ait moins de 20 ans ou quoi que ce soit dans ce genre de situation toujours quoi. C'est quelqu'un évidemment qui a acheté mon papa a un terrain donc ici et donc à côté, donc il a acheté le terrain. Donc c'est comme ça, on fait des mariages pour rester vraiment le patrimoine dans la famille, un peu comme on faisait en France. Oui. Voilà, donc c'est à peu près le même principe en fait. C'est du coup pour garder, on va dire, le patrimoine dans la même famille. J'étais psychologue et j'étais responsable du service d'assistance policière aux victimes. Et donc, dans les missions de ce service, il y a entre autres l'information et la formation auprès des policiers. Et donc, c'est en croisant Michel Walput sur la plateforme Mons Vif, l'action qui existait avant sur Mons, avec tous les services sociaux, je ne sais pas si elle existe encore, je ne pense pas, on s'est rencontrés et elle m'a dit « Toi, police, tu m'intéresses » et qu'elle m'a parlé du projet. Nous avons créé cette ASBL en 2015. Nous existions déjà avant sous forme de groupe, mais on a décidé de former une ASBL parce qu'il était important que l'on s'organise et qu'on se structure. Nous avons 2 objectifs bien distincts, mais qui sont complètement liés. C'est l'information et la formation pour le grand public et pour les professionnels de ce que représentent les violences liées à l'honneur et le mariage forcé en Belgique et dans le Hainaut particulièrement. Et le deuxième objectif, c'est quand on a informé, quand on a mis des affiches partout, quand on a commencé à faire des conférences, eh bien, on a eu de plus en plus de cas, c'est-à-dire de victimes qui nous demandent de les aider
ce mariage est imposé, donc on ne leur demande pas leur avis, et donc c'est suivi souvent de contraintes, de violences, de pression, de chantage, de manipulation. Alors tout ça, c'est interdit par la loi. Vous avez parlé du mariage arrangé, c'est autre chose. Quoique la frontière est un peu ténue entre les deux, le mariage arrangé suppose que c'est la famille qui arrange, bien sûr, les deux familles qui se mettent d'accord pour des tas de raisons, dont l'argent la plupart du temps, et la jeune fille ou le jeune homme peut refuser. C'est lui qui détient la réponse finale. Mais si la jeune fille dit non 3 ou 4 fois, comme c'est arrivé pour Sadia, ça vire parfois au mariage forcé, parce que la patience des parents est à bout, et aussi parce que c'est eux qui veulent quand même décider. Et ça ne peut pas être la jeune fille ou le jeune homme. Quand une jeune fille est mariée de force, elle est mariée de force avec un homme qui la reçoit, qui n'a pas choisi non plus nécessairement. Et donc, la problématique, c'est pour les deux, mais ceux qui rouspètent, à 95-96%, ce sont les filles. On entend beaucoup moins les garçons qui supportent mieux le problème. À mon avis, toute cette problématique, c'est quand même la problématique du patriarcat, du rapport qu'on a vis-à-vis de la femme. Donc, j'ai essayé, avec mes petits moyens, d'écrire un oratorio qui tenait compte des deux cultures. Comme elles sont un peu réunies ici, qu'on me remette dans le droit chemin si je m'égare. Hein. Donc, c'est une première lecture. Ce ne sera pas le texte absolument définitif, mais donc, voilà, on pourra en parler. Mais on ne doit pas nécessairement l'édulcorer, parce que s'il y a des choses qui nous choquent, c'est peut-être bénéfique pour le public aussi. Et il faut savoir que la violence faite aux femmes, elle est de toute nature. Il y a effectivement d'abord cette violence physique, avec une gradation. Ça commence en général par une gifle, et puis quand on accepte la gifle, après, on pardonnera le coup de poing, on pardonnera l'étranglement. Donc ça, il y a cet aspect extrêmement important de violence physique. Mais il y a un aspect très important à ne pas négliger, c'est la violence psychologique et la violence économique. La violence psychologique, c'est le fait de rabaisser sa compagne, de l'insulter, de la menacer. Ça, c'est une violence psychologique qui parfois est beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus difficile à vivre pour les victimes que cette violence physique. Sachant que, en général, l'un ne va pas sans l'autre, il s'agit toujours d'une escalade, et ça va dans tous les dossiers de violence conjugale grave. Ça commence comme ça, par une insulte, par une menace, par une humiliation, et puis finalement, ça s'aggrave. Et puis il y a aussi la violence économique. Beaucoup de femmes, et à l'heure actuelle, en 2022 encore, beaucoup de femmes vous expliquent que le mari, par jalousie, refuse qu'elle ne travaille, refuse qu'elle ne ramène un salaire à la maison. Tout ça pourquoi ? Pour éviter que ces personnes, ces dames, rencontrent d'autres personnes, d'autres hommes éventuellement. Et donc cette jalousie qui est exprimée par finalement une privation en quelque sorte de liberté, c'est tout simplement pour avoir une emprise sur la femme. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, économique, qu'elle soit sociale, elle s'apparente à un seul mot, c'est l'emprise de l'homme sur la femme. Monsieur, je l'avais déjà rencontré, mais c'était dans des circonstances, dans des fêtes kabyles ici, donc, mais je pensais pas finalement le retrouver là-bas et me marier avec lui. Donc on est tous partis en vacances, mais puis voilà, c'est arrivé comme ça. Donc je suis revenue avec lui, mais il faut aussi mettre dans le contexte que je priais beaucoup. J'étais infirmière aussi, donc du coup voir les gens mourir, tout ça m'ancrait encore plus dans la foi. Vu que, on avait peur de mourir, on avait peur de ce qui était représailles de Dieu, de ce qu'on nous disait aussi. Donc du coup, j'ai fait ce que mes cousines ou ce que les gens ont fait
dans la lignée, mes parents étaient fiers, donc dans ce village de Kabylie, évidemment la virginité, elle est même au petit matin mise dans un drap sur un fil. Oui, c'est ça, et on recevait de l'argent dans la table de nuit parce qu'on avait bien fait. Enfin, maintenant quand je repense à ça, votre devoir avait été bien fait. Voilà, mais ça me choque maintenant de voir donc cette pièce d'argent. On a l'impression d'être allé entre guillemets une prostituée. Je suis tombée enceinte le jour de mon mariage. J'avais 18 ans, donc j'ai accouché de mon fils 1 an après, donc j'ai pu faire quand même mes études. On va dire dans mon malheur, j'ai eu de la chance dans le fond, parce que quand on fait bien les choses, on peut aller à l'école. Mon petit, quand j'ai accouché, ma mère, elle avait 40 ans, donc du coup elle a gardé mon gosse, et moi je travaillais la nuit, le jour, donc voilà, maintenant mes enfants, mon fils a bien 26 ans, donc il est grand maintenant et tout, bon, mes enfants je les regrette pas, hein, je veux dire, mais c'est le fait que voilà, une fois qu'on est dans le bien, donc on peut continuer ses études, on peut faire quelque chose de structuré. Ça c'est intéressant, parce que donc finalement le fait d'avoir fait ce que on attendait de vous entraîne que vous pouvez faire des études, vous pouvez avoir une vie, quoi. Oui, c'est ça. Que vous n'auriez pas eu si vous aviez décidé de choisir un méchant. C'est ça, voilà. Donc c'est-à-dire qu'après on a le soutien de tout le monde. Mais on vous fait comprendre avant que si vous le faites pas, vous avez le soutien de rien du tout. Vous êtes disparu, vous êtes mort. Oui, voilà. c'est ça. Parce que j'ai une sœur qui a fait ça, je ne l'ai plus revue depuis 17 ans. Vous n'existez plus en fait. Vous n'avez même pas été conçu ni quoi que ce soit. Donc j'avais peur de ça et j'aimais mon père. Et il l'a fait pour des raisons. Voilà. Donc il y a un peu. Voilà. Victime aussi Victime aussi. Je pense que maintenant il le regrette fort parce que maintenant il se rattrape. Il essaie mon fils a pu faire ses études là-bas. Ça fait de 25 ans. Il aide mes enfants financièrement pour faire leurs études d'université là-bas. En fait, il fait tout pour moi maintenant parce que je suis la seule victime de mes frères et sœurs, vu que j'étais la fille aînée. Donc mes sœurs, il y en a une qui a épousé un homme qu'elle avait rencontré à l'université et une qui est partie. Et votre maman? Ah, ma maman, les mamans sont effacées chez nous, vous savez. Ah oui? Ah oui, chez nous, elles ne gèrent absolument rien. Elles sont tenues parce qu'elles n'ont pas de salaire, elles n'ont rien, donc elles sont là. Elles sont là. Et elles ont le mérite d'être là. Oui. Mais elles ne disent pas non. quoi que ce soit. Zineb, nous allons te faire revivre. Femme. Personne. Je suis une personne. Je m'échappe de ce piège. Mon corps est à moi. Ne suis-je que le réceptacle d'une histoire? Dois-je m'unir comme à Versailles, me faire saillir, montrer à la foule le sang de mon hymen, accoucher devant la cour assemblée? Dois-je offrir en public le fruit de mes entrailles? Femme. Personne n'échappe à ce piège. De siècle en siècle, nous portons la race, le tribut, le peuple. Femme, ventre ou personne. Non. Je suis moi. Ce n'est tout de même pas compliqué, moi. Mais alors une question, moi c'est quand même le droit des femmes en Turquie. C'est 1933-35. Droit de vote, oui. Je pense que Atatürk était en avance sur son temps et que je pense que la population n'était pas encore prête à cette avancée. C'est ça, je pense qu'il y a eu de ça, quoi. Donc c'est quand même à la base normalement une république laïque grâce à lui, donc il y en a 3 de républiques laïques. لسنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. وأنا قلت لهم يعني إذا الواحد قال هذا الكلام
بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشيش بالنهار ويمشوا بالليل. أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ فكنت أنت إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس. Donc avec le même parcours, le statut n'est pas le même. C'est ça. Autant on peut parler maintenant des violences conjugales, je dirais depuis 2006, où il y a eu des actions au niveau information du public et au niveau judiciaire aussi dans le milieu judiciaire. Il y a eu des circulaires en la matière pour les services de police et les parquets. Ça reste quelque chose de beaucoup plus moins connu du public et j'irais encore plus dangereux que les violences conjugales ou intrafamiliales classiques. Parce que dans les milieux où s'exercent les violences liées à l'honneur et les mariages forcés, on en arrive plus vite à la violence pour soumettre la victime au désir de ce mariage forcé. On a eu d'ailleurs un cas tout à fait d'école avec Sadia Cheikh sur Charleroi, où il y a eu le procès d'assises ici sur Mons et puis après on appelle sur Namur, où on était clairement dans le cadre dans un premier temps d'un mariage arrangé, puis au final Sadia a refusé, et où là on a essayé de la contraindre au mariage, et comme elle s'est, rebiffée jusqu'au bout, on en est arrivé au crime d'honneur. Sadia est une jeune femme qui est musulmane, mais qui est surtout d'origine pakistanaise. Et cette jeune femme était promise par ses parents, dans le cadre d'un mariage arrangé, on va appeler cela comme ça, avec un jeune homme qui vit encore au Pakistan. Il faut savoir que la famille de Sadia est une famille aisée, non seulement au Pakistan, mais ici aussi en Belgique. Et donc, Sadia est évidemment pour la famille un peu la fierté de la famille ici en Belgique, mais aussi la fierté de la famille là-bas au Pakistan, de même d'ailleurs que son frère. Et bien évidemment, ce genre de jeune fille au Pakistan est particulièrement recherchée pour devenir une excellente épouse. Pourquoi? Parce qu'avec le regroupement familial, cela va permettre à une famille pakistanaise de venir s'installer ici en Belgique, sans trop de difficultés, puisque le mariage est une des causes du regroupement familial. Et donc, ces jeunes femmes sont particulièrement appréciées, recherchées au Pakistan. Et donc, la dot qui accompagne ce mariage et qui est versée évidemment aux parents est évidemment extrêmement importante. Et c'est ainsi que Sadia est promise à un cousin, appelons-le comme ça, parce qu'effectivement c'est un membre de la famille, du côté de la maman de Sadia. Alors Sadia a rencontré une ou deux fois ce jeune homme, qui est un garçon tout à fait charmant, et qui n'est d'ailleurs pas du tout en cause dans la mort de Sadia, en tout cas directement. Mais le problème, c'est que Sadia est amoureuse d'un jeune homme belge, donc il n'est pas musulman, et un jeune homme qui a envie de vivre avec elle et de créer un ménage avec elle. Et ça, évidemment, cela contrecarre complètement les plans de la famille, d'autant que des engagements familiaux ont été pris du côté des parents de Sadia avec la famille de son fiancé pakistanais, et c'est finalement le début du drame. Sadia refuse d'épouser ce jeune homme, et Sadia va fuir sa famille dans un premier temps. Elle va trouver refuge dans un foyer pour femmes en détresse. Les contacts vont quand même être repris avec sa famille d'origine, notamment à l'intermédiaire de son frère, et finalement Sadia va accepter
alors qu'elle a une autonomie qui lui était garantie, qu'elle bénéficie d'un logement individuel, de revenir dans sa famille, en tout cas en visite. Et c'est la première fois que Sadia va revenir dans sa famille que le drame va se produire. Le frère va abattre Sadia et va blesser, d'ailleurs assez sérieusement, l'autre sœur de Sadia, Saria, qui est là également. Et on va se rendre compte d'une chose, c'est que la seule explication qui permette d'expliquer la blessure de Saria, c'est une position qui est extrêmement évidente, en fait, une fois qu'on est là et qu'on assiste à ça. Elle tenait sa sœur, elle retenait sa sœur. Et la balle qui a blessé Saria est en fait une balle qui était destinée à sa sœur et qui est une des balles mortelles qui a tué Sadia. Ce qui explique que la balle a traversé d'abord l'humérus de Saria, avant de traverser de part en part le corps de Sadia, et elle va finir sa course, vraiment en fin de course, au niveau du sternum de Saria, qui n'est que légèrement blessé. Alors, la famille, dans son ensemble, a été condamnée. Saria a été condamné, le père, la mère, et bien évidemment le frère, qui était un des tireurs, a été condamné également. Tous les 4 ont été condamnés et reconnus coupables de l'assassinat de Sadia. Dans la culture pakistanaise, il faut quand même savoir que c'est la femme qui tient le ménage. Alors, ce n'est peut-être pas elle qui tient les cordons de la bourse, mais c'est quand même la femme qui, véritablement, tient le ménage, tient la maison. Et Sadia, en refusant de se marier avec le jeune homme qu'elle avait choisi, vraiment commettait une atteinte à l'honneur de sa mère, puisque c'est un membre de la famille de sa mère qui avait été choisi, un cousin de Sadia, c'est un membre de la famille de sa mère qui avait été choisi pour épouser Sadia, et pour que l'héritage qui un jour serait celui de Sadia reste dans la famille, mais du côté de sa mère. La maman joue un rôle, et ça, l'expert qui avait été désigné par le juge d'instruction pour exposer tout cela, c'est le professeur d'université dont je ne me souviens plus du nom, a parfaitement bien expliqué dans son rapport et à la cour l'importance du rôle de la mère dans les mariages et notamment dans les crimes d'honneur. Mes fils, venez à moi. Cet enfant, nous l'aimons, mais nous l'avons promise. Notre famille s'est engagée. Elle n'en tient pas compte. Nous avons montré notre colère, nous l'avons menacée, elle a cédé et s'est mariée. Elle l'a fait par Internet, selon le rite prévu. Et puis la voilà dans les bras de ce garçon, décidant seul, sans penser à sa famille. Nous lui avons dit notre honte, nous lui avons rappelé son mariage. Et elle nous a dit que pour le droit occidental, il n'existait pas. Elle s'est enfuie avec lui. Est-elle encore vierge? Mes fils, venez à moi. Cet enfant, nous l'aimons, mais nous l'avons promise. Notre famille s'est engagée. Elle n'en tient pas compte, elle bafoue la parole donnée. Mes fils, faites ce qui doit être fait. C'est encore à toi. Si vous reculez, jamais vous n'aurez le pardon de votre mère. Ce pardon qui ouvre les portes du paradis. Je vais pleurer. Vous allez pleurer. Mais il faut nous organiser pour le faire. Vous m'avez compris? C'est un devoir d'homme. Dans certaines communautés, la mère a à dire et la mère est la garante du passage de flambeau dans les traditions. Mais d'un autre côté aussi, si la fille faillit et sort du rang, la mère peut subir des répercussions. Ah oui. Et donc parfois, il va y avoir un crime d'honneur vis-à-vis de la mère aussi qui n'a pas rempli sa mission. Ah oui. Donc ça aussi, ça peut arriver. En fait, l'idée, c'est qu'on doit respecter les traditions, que surtout les jeunes filles sont porteuses de cette tradition et du respect de ces traditions, parce que pour les jeunes hommes, ça se passe autrement. Ils peuvent avoir une double, une triple, une quadruple vie, ça pose pas de problème. D'ailleurs, dans le procès de Sadia Cheikh, à un moment, il y avait un petit peu de l'embarras lors des audiences parce que les parents avaient été mis sous écoute téléphonique et on s'était rendu compte qu'en fait le père avait pour maîtresse une des employées de l'administration communale. Donc ce gars demandait à sa fille de se conduire de manière digne, on va mettre des grandes guillemets, et lui à côté de ça menait une vie tout à fait libertine. Donc on sent vraiment que dans ces cultures, il y a
ben, l'homme a tous les droits et la femme doit marcher droit. Parce qu'il y a eu toute une problématique à un moment avec des médecins bruxellois, des gynécologues, qui reconstituaient des hymens. Ah oui. Parce que la fille avait perdu sa virginité, qu'il y avait un mariage arrangé, qu'il ne fallait pas que la fille soit niée. Et donc, d'aller leur expliquer qu'au final, ils contribuent à ce qu'on perpétue ces traditions où la femme est un objet au final. Un objet au travers duquel on va garder l'honneur de la famille et le respect des traditions. Au départ, il y avait des violences conjugales, donc c'était une jeune dame qui avait entretenu pendant 7-8 ans une relation de couple, donc deux jeunes Belges. Et puis, le gars était violent avec cette jeune dame, donc elle a fini par le quitter, sauf que les parents, la fille était fille unique, les parents avaient considéré un peu ce garçon-là comme étant leur fils. Et malgré qu'ils étaient séparés, l'ex-beau-fils continuait à avoir accès à la maison des parents où vivait toujours la jeune dame et venir demander des comptes à la jeune fille. Et donc un jour où il lui a demandé des comptes, elle lui a dit « Mais enfin, on est séparés, j'ai plus de comptes à te rendre ». Il l'a violentée. Le père est intervenu, mais pour prendre la défense en fait, de l'ex-beau-fils, où il a menacé sa fille de la frapper en lui disant « Mais tu mériterais que je t'en mette une ». Parce qu'en fait, dans la culture des parents, qui vivaient dans un petit village, qu'est-ce que les voisins allaient dire ? Et là, c'était quel genre de personnes? C'était des Belges. Des Belges. Des Belges catholiques. Voilà. Et donc, là, pour moi, on était dans des violences intrafamiliales et des violences conjugales, mais clairement, il y avait la question de l'honneur, parce que le qu'en dira-t-on? Parce que c'est ça, les violences liées à l'honneur. Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Moi, j'ai eu à prendre en charge en son temps un jeune Russe qui était étudiant, qui était polytechnicien, et où le père voulait le marier à la cousine pour faire du regroupement familial, et où il était menacé de mort, et menacé d'être tapé dans le coffre de la voiture, d'être amené à la frontière russe pour faire son service militaire pendant 2 ans, s'il n'acceptait pas le mariage avec la cousine. Et là, on avait la religion orthodoxe. Moi, j'ai eu une situation avec une Afghane, où c'est la mère qui faisait subir des violences à sa fille, et qui la menaçait de dire des choses à son père, parce qu'elle subirait des violences de son père aussi, donc il y avait vraiment un jeu toxique de la mère. Et pour parler dans certaines cultures, il y a le problème du mariage forcé et de l'excision, et que ce sont des femmes qui ont commencé à bouger pour arrêter d'exciser les filles, parce que ce sont les femmes qui sont porteurs de cette tradition qui excisent les filles, les femmes. Ce qui avait mis le feu aux poudres dans une information qu'on avait donnée dans une école, on parlait du mariage thérapeutique. Mariage forcé thérapeutique. C'est quoi ce mariage-là? C'est un mariage où quand l'enfant souffre pour le parent, souffre de la maladie d'homosexualité. Ah oui. Et donc, on va marier l'enfant pour le guérir de son homosexualité. D'accord? Et donc, quand on a parlé de ce type de mariage dans cette classe, où il y avait quelques étudiants, quelques élèves africains, on a eu une levée de bras au ciel, l'homosexualité, perversion, maladie, c'est le diable. Et donc, il y a beaucoup de préjugés, de croyances. Oui, la Russie, l'Ukraine, la Tchétchénie, tous les pays comme ça de l'Est de l'Europe, la Pologne. Il ne fait pas bon d'être homosexuel dans ces pays-là. Hein, et donc, il y a des familles qui vont procéder à un mariage thérapeutique pour soigner leurs enfants. Le mariage forcé est puni par la loi, article 391, s'excise, c'est comme ça qu'on dit, du code pénal. Ça date de quand? C'est de quelle année ça? De quoi? Le mariage forcé qui est puni par la loi de l'article 391. Ah, c'est nouveau. C'est dans la colle de 2017. Ah, c'est tout à fait nouveau. Oui. Ça n'existait pas avant. Donc moi, bientôt je porterai la robe, si Dieu le veut, Inch'Allah. Mon frère, lui, il s'en fiche, mais il va venir. J'aime beaucoup mon frère. Je me souviens de nos jeux dans la maison de mon arrière-grand-père. C'est une grande maison au style oublié où les moulures, la pierre et le béton et l'acier au hasard du temps qui passent et de ceux qui y vivent se mélangent. Ouvrez la lourde porte de chêne, vous entrez dans le hall d'une maison du Maghreb. Ahmed, mon arrière-grand-père, est comme sa maison, un fameux mélange. Ahmed parle bora avec un accent chantant. Il a fait 14-18, 300 000 des soldats coloniaux mobilisés en France, étaient originaires du Maghreb. Ils ont été au feu sans instruction militaire. Ils ont appris à se battre. Le maréchal Foch a dit « Félicitations les Maghrébins, disciplinés au feu, ardents dans l'attaque, tenaces dans la défense de leur position jusqu'au sacrifice. » Les troupes du Maghreb comptent parmi les plus décorées. L'armée était plus égalitaire que la société coloniale sur le front. Et ils étaient tous égaux devant la mort.
Ahmed, blessé dans un hôpital belge, a rencontré Mathilde, l'infirmière Morel. 3 générations de vrais Bombora. Né natif avec des morts au cimetière militaire. Mon papa, pourtant, petit à petit, lui, a changé. Tout a commencé dans ce restaurant. Il a commandé un café. Le serveur lui a apporté en exigeant d'être payé tout de suite. On sentait bien qu'il se méfiait de ce vieux métèque. Toi, avec ta tronche de basané, je te promets bien du plaisir. Et il a commencé à changer. Il allait plus souvent à la mosquée. Papa s'est rapproché de ses frères restés au pays. Je ne comprends pas pourquoi. Et il veut tellement retourner au pays. Mais moi, bientôt, je porterai ma robe. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Mon frère va venir, le petit prince va venir. Et je sais qu'il va venir. Bientôt, je porterai ma robe. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Lui, il s'en fiche. Il va venir. Je l'aime beaucoup pourtant. Il faut savoir qu'en Belgique, on a quand même une loi spécifique concernant le mariage forcé. On est un des rares pays européens à l'avoir, cette loi. Hein. On était même allé avec Michel aider la Grande-Bretagne à légiférer en la matière, parce qu'ils avaient déjà une disposition au niveau civil pour annuler un mariage si on découvrait que c'était un mariage forcé. Mais dans ce cadre-là, les auteurs n'étaient pas punis pénalement. Et donc, il fallait essayer de convaincre le Parlement de légiférer au niveau pénal pour punir les auteurs de mariage forcé. Et donc, on nous avait demandé, nous et la Suède, et il y avait l'Allemagne aussi, sur base de quoi la Belgique avait légiféré ou les autres pays avaient légiféré en la matière, mais sur base des droits humains, en fait. Hein. La charte des droits humains et des droits de l'enfant. Moi, je suis féministe dans l'âme, d'abord. Je ne supporte pas les injustices et je ne supporte pas les manquements à la loi. Il y a des lois qui protègent les femmes et elles ne sont pas appliquées. Les violences conjugales me révoltent, mais aussi ce type de violence, puisque je l'ai rencontré dans mon travail professionnel d'enseignante, très tôt. Je donnais cours surtout à des filles, et ce sont ces filles qui m'ont expliqué tout doucement, hein, elles se sont ouvertes progressivement, elles avaient peur de parler parce qu'elles ont des menaces à répétition, mais elles se ont dit on ne peut plus continuer nos études. Ça m'a révoltée parce que les études des filles, c'est quand même capital dans les objectifs de vie et d'autonomie des filles, et on ne peut pas choisir notre compagnon de vie, notre mari. Ça aussi, ça m'a révoltée, et j'ai compris leur douleur en les voyant disparaître progressivement. Et ça, c'est horrible de voir des filles qui manquent en deuxième année, c'est 3 ans d'études, en deuxième ou troisième année, de les voir disparaître et de pleurer au cours parce qu'elles ne viendront plus et parce qu'elles ne savent pas exactement qui elles vont épouser. C'est une violence extrême. Je ne pouvais pas laisser ça tomber. On doit faire attention, on essaye de les aider pour trouver un travail ou une formation ou continuer leurs études, parce que c'est primordial pour nous en tant qu'ASBL s'occupant des affaires sociales et de l'égalité homme-femme, qu'elles puissent continuer et être indépendantes. Ça, c'est notre credo. Et donc, on va aussi demander au CPAS un revenu d'intégration minimum pour qu'elles puissent continuer leurs études, pour qu'elles puissent trouver un lieu de vie. Il y a des maisons d'accueil, elles changent de ville. C'est toute une organisation et on doit les aider psychologiquement parce qu'elles sont vraiment abîmées par la vie. Ce sont comme des oiseaux qui étaient en cage et dont on ouvre la cage et qui sont perdus. Donc ça s'apprend, l'autonomie, ça s'apprend. Vous avez gardé la foi? Oui, j'ai la foi, point. Oui. Pas d'un livre ou de quoi que ce soit, parce que je suis mariée avec un catholique qui est complètement dans sa foi, et moi la mienne, mais j'ai la foi. Mais pas dans les livres, pas dans quelque chose, en Dieu. Et c'est ce qui nous relie tout le monde, on va dire comme ça. Donc, Et donc vous êtes mariée donc une première fois avec ce monsieur, et puis comment ça s'est passé ou comment ça s'est terminé alors? J'ai eu de la chance. En fait, si vous voulez, il m'a épousée pour avoir des papiers pour prendre sa cousine. Donc du coup, mon mariage a duré pas très longtemps. Donc, pour prendre sa cousine? Oui, c'est-à-dire que quand j'étais mariée avec lui, il était déjà marié.
religieusement. Donc j'ai eu une chance de diable, oui, enfin je d'accord. parle comme ça parce Oui, que oui. ça n'a pas duré très très longtemps. Oui, Donc du coup voilà, j'ai eu mon fils et lui il est parti avec 3 ans quand il a eu les papiers, donc il est parti et a été ramené quelqu'un d'autre et j'ai reçu mon divorce un beau matin en ouvrant la porte. Voilà. Et là, quelle est la réaction de votre père quand vous êtes divorcé? Oui, ben voilà, ils se sont voilà, le monsieur lui a dit j'ai les papiers belges, je t'emmerde quoi. Ça m'a fait plaisir ce jour-là quand même. Je me dis bon voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de mariages ainsi arrangés, tout ça. Et puis j'ai eu la chance parce que j'étais heureuse entre 24 et 29 ans. Parce que voilà, j'étais toute seule quoi. Je travaillais. Donc là vous étiez toute seule. Oui, entre 24 il n'était pas brutal, il était. Non, parce que ça n'a pas duré très longtemps. Oui, il était évidemment, je pouvais pas m'habiller comme je voulais, c'est lui qui sélectionnait mes vêtements et tout, mais bon voilà quoi. Donc du coup à part ça, ça allait quoi. Et donc de 24 à 29 ans, vous étiez divorcée, vous étiez libre. J'étais libre. J'étais libre et non, parce que bon, j'habitais quand même chez eux, mais bon, j'avais un travail que j'aimais bien, j'avais mon fils que j'étais heureuse de l'avoir, j'étais comblée en tant que maman, et puis j'ai pu vivre un petit peu, quoi, mais malheureusement, mon papa, qui fréquentait beaucoup les mosquées, a rencontré quelqu'un, et cet homme m'a vue, donc voilà. Alors du coup, l'aubaine, un homme demande en mariage une femme qui en plus a un enfant, est divorcée, machin. C'est un homme qui a plein d'argent, qui en plus a acheté plusieurs choses à mon papa. Enfin bref, donc c'est alors en plus il allait prier, donc, c'était vraiment l'aubaine. Du coup moi j'étais encore dans ma foi à ce moment-là, parce que voilà, je veux dire. J'étais encore là, donc du coup, voilà, papa, voilà, tu te rends compte, quelle chance, maintenant la honte qui est sur notre famille va disparaître, vu que dans le contexte, voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance, parce que c'était quelqu'un qui était on va dire ingénieur, qui n'était pas toujours là. Donc j'étais officiellement mariée. Toujours ici en Belgique. Toujours ici en Belgique, oui, donc j'ai vécu avec lui pendant quand même, on va dire... 4-5 ans. C'était peut-être 28 ans que je me suis mariée. Et bon, j'étais enceinte. Et puis malheureusement, il a eu un cancer. Enfin, malheureusement, je ne peux pas dire ça. Enfin, bref, il a eu un cancer. Et donc, il est revenu à la maison. Et là, c'était l'enfer sur Terre. C'était l'enfer sur Terre. C'était si je meurs, je t'emmène avec moi. Tu ne veux pas partir. Il était devenu complètement fou, quoi. Et les voisins, donc la maison juste à côté que vous voyez, donc une dame qui m'a sauvé la vie, elle en avait marre de m'entendre dégringoler des escaliers, elle en avait marre d'entendre des cris, elle en avait marre donc de tout ça, a appelé la police et il a été pris en prison. On l'a mis en prison. On l'a mis en prison une journée, une journée, et puis il rôdait dans la rue. Non, il n'y avait rien du tout il y avait rien du tout de fait. Mais moi, j'étais chez moi, quoi. C'était chez moi. Et voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens de la SAGI, tout ça. C'était dur parce que cet homme-là, apparemment, disait oui, je fais ce que je veux d'elle, c'est ma femme. Il n'y a pas de viol entre époux, donc ça n'existe pas. Donc j'ai vraiment vécu l'enfer, vraiment, quand je vous dis pas des spots sur moi pendant qu'il faisait ce qu'il voulait, c'était tout le temps comme ça, et mes parents, j'aurais dit, écoutez, ça ne va pas. Mon fils qui avait donc peut-être 2-3 ans me retrouvait par terre avec plein de sang et je me réveillais le lendemain matin. C'est des choses vraiment qu'on peut même donc pas imaginer. Donc lui était vraiment violent. Violent, oui, et il pensait qu'il avait le droit de le faire. C'est ça le pire, c'est que et que mes parents ne m'ont pas aidé. J'ai plus revu mes parents 5 ans après, je vous assure, le temps que je me remette, voilà. Et c'est moche parce que à l'âge de 19 ans, je voyais la première fois la grande place de Bruxelles, pour vous dire que alors que je suis née là-bas. Mon premier baiser avec un homme embrassé 30 ans, je veux dire, quand on situe les trucs comme ça, on se dit, et alors on ne sait pas ce que c'est une relation normale, vu que ils font ce qu'ils font, ils vont à côté, ils vont où ils veulent, c'est juste pour concevoir quoi que ce soit, leur apporter leurs chaussures quand ils reviennent du travail, leur faire à manger, on est conditionné comme ça, on va dire. Il y a vraiment des années,
il y a une jeune fille qui m'a dit « Vous ne pouvez pas me comprendre parce que vous ne pouvez pas comprendre cette situation, nous n'avons pas les mêmes droits. » Cette phrase « Je n'ai pas les mêmes droits que vous, je n'ai pas les mêmes droits que les femmes belges. » Je dis « Mais tu es belge !» « Oui, oui, mais je dois suivre les traditions. » Alors j'ai voulu aller parler aux parents, j'ai voulu frapper chez eux avec une collègue. On s'est dit on va essayer de leur expliquer, de les convaincre, de donner des arguments. C'était complètement idiot, mais on ne le savait pas. Ça ne marche pas comme ça. Et donc notre essai a été infructueux, bien sûr. On a eu porte de bois, mais aussi elle nous a dit qu'on risquait des coups de poignard dans le dos, et aussi elle est partie tout à fait. Ils l'ont envoyée directement dans le pays d'origine après notre passage. Ça a été dramatique pour nous. On a compris que c'était beaucoup plus grave, qu'on ne savait pas faire des médiations avec ses parents, et que les traditions étaient plus fortes que tout, que la loi belge, que tout ce qu'on pouvait dire. Et ça, je m'en suis voulu. À ce moment-là, je me suis dit, ça, je vais faire quelque chose. Et puis, il y a les policiers qui passent à côté parce qu'ils n'ont pas la grille de lecture. Oui. D'où le fait qu'avec Michel Walput, on a participé à la constitution d'une circulaire où on a, nous, donné un questionnaire, voilà, en disant, voilà, si vous avez un maximum de oui à ces questions-là, signaux d'alerte, quoi. Donc voilà. Et moi, je me souviens, au tout début, on s'occupait de la problématique. On avait eu un premier dossier, et puis un jour, j'étais pas de garde, mais le collègue qui se retrouve à l'accueil au commissariat m'appelle et me dit, écoute, j'ai ta victime en face. Enfin, j'ai eu ma victime, je dis, donne-moi le nom. Et puis il me donne le nom, je dis, mais non, c'est pas elle. Il dit, mais tu l'as, c'est la même histoire. Donc, comme j'avais pris la peine à ce collègue-là de lui expliquer quelle était la trame du dossier que j'étais en train de traiter, ben, il avait la grille de lecture. Et il a pu se dire, maintenant, il y a eu des couacs, enfin, en tout cas pas à la police de Mons, ou en tout cas pas quand j'étais là. Il y a eu des couacs une fois sur Bruxelles, où j'ai une assistante sociale d'un PMS qui m'a contactée en me disant, est-ce que j'ai bien affaire à ce type de problématique? De ce qu'elle m'a expliqué, c'était oui. Alors, elle a fait une excellente démarche, c'est qu'elle a pris la jeune fille qui avait 17 ans et est allée jusqu'au commissariat de police pour déposer plainte. Et elle est tombée sur un policier qui n'avait pas la grille de lecture et qui lui a dit, mais tes parents ne sont pas obligés de te donner un GSM, tes parents ne sont pas obligés de te donner accès à Internet. Ça fait partie des questions, ça. Hein. Et puis qui a procédé à une confrontation entre le père et la jeune fille. Alors là, on se retrouve dans le même cas que dans le cadre des violences conjugales ou des violences intrafamiliales. Vous avez affaire à un dominant et un dominé. Qu'est-ce que vous voulez que la fille dise clairement devant son père qui la violente et qui la menace de mort si elle n'accepte pas le mariage forcé, qu'il y a effectivement une problématique de mariage forcé si on ne lui assure pas sa sécurité après. Donc le dossier a tourné à rien et l'assistante sociale faisait des bonds en me disant, mais enfin, oui, et donc, oui, effectivement, il est marqué nulle part dans la loi qu'on ne doit pas donner, on n'est pas obligé de donner Internet à notre enfant ou de lui donner un GSM. Mais j'ai là, il faut resituer par rapport à la norme. Quel jeune aujourd'hui de 15, 16, 17 ans n'a pas de GSM et n'a pas accès à Internet? Notre toute-puissance est de donner la vie. Les hommes ont peur de nous. Il n'existe pas sans nous. Toute avancée sociale, chez nous, repose sur la dot. Hein? Tu comprends ça? Tu donnes ta fille, tu donnes ta parole. Tu engages ta parole. Tout repose là-dessus. Tu engages ta famille, ton patrimoine, ton honneur. Parce que je pense qu'il ne faut pas faire la confusion entre ce qui est culturel et ce qui est religieux. Ce sont deux choses différentes. Moi, je dis que le mariage de Sadia, forcé de Sadia, c'est pas un problème religieux, c'est un problème de culture. C'est un problème de culture. De même que la majorité des mariages forcés que je connais, turcs ou même marocains, parce qu'il y en a aussi au Maroc, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce sont d'abord des problèmes de culture. C'est un problème de préservation de patrimoine et de conservation de patrimoine au sein d'une famille, d'une seule et même famille, dans la plupart des cas. Et peut-être de tradition. Peut-être de tradition. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui jouent et dans lesquels la religion peut influer. Par exemple, le prêt à intérêt est interdit par l'islam, hein, ce qui pose un gros problème, évidemment, au niveau de toutes les personnes qui exercent des activités commerciales, parce que pour pouvoir fonctionner, il faut pouvoir bénéficier, avoir de l'argent.
Et donc au niveau des banques, au niveau des banques ou de particuliers qui peuvent prêter de l'argent. Et donc, dans ce sens-là, l'honneur est quelque chose de très important. Parce que quelqu'un qui n'honore pas ses dettes, c'est quelqu'un qui n'est pas honorable. Et quelqu'un qui a perdu son honneur parce que il n'a pas su se faire respecter par sa fille, les membres de la famille ont dit la justice belge a tranché, mais ça n'a pas d'importance pour nous. C'est ça le problème. Hein. Ouais. C'est que notre justice passe par rapport à la peine, hein, mais ce qui est important, c'est que leur honneur pour eux est sauf. Ouais. Là-bas. Il faut savoir que Sadia est enterrée aussi au Pakistan, dans la tombe de la famille de son mari pakistanais. Hein. Donc quelque part, ils ont gagné. Hein. C'est fou ça. Ils ont gagné. Hein. Alors qu'on pourrait croire que justement, ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est comme ça que j'ai fini mon réquisitoire. Femme, femme, femme. Personne, personne, personne. Je m'échappe de ce piège. Mon corps est-il à moi? Ne suis-je que le réceptacle d'une histoire, une monnaie d'échange, une chamelle troquée? Femme, femme, femme. Ventre ou personne? Non. Je suis moi. Ce n'est tout de même pas compliqué, moi. Rien que moi. Mais moi. Voilà. Yep. Hein? Quelque chose, hein? Et toi qui as connu cette chose-là, c'est... Moi, je l'ai connu, évidemment. C'est pour ça que ça me parle beaucoup, hein. Ça me touche beaucoup. Enfin, moi, j'avais écrit un petit texte que j'avais donné en public et qui raconte brièvement, mais la manière dont je raconte ce que j'ai vécu, il y a de tout finalement, même si c'est qu'une page, il y a de tout. Donc ça s'est passé quand j'avais 20 ans, à peu près 21, où on est obligé chez nous de se marier. Hein. Une femme est faite pour se marier et puis pour procréer, quoi. Hein. C'est aussi un honneur pour les parents, surtout pour ma mère, hein, puisque c'est ma mère qui l'exigeait finalement. Et moi, je n'avais même ma mère, c'était très dur pour elle, même si elle a été la cicatrice de ce mariage forcé, qui n'était pas un mariage arrangé, puisqu'on fait la différence là entre forcé et arrangé. Et donc, ma sœur aînée, ayant refusé déjà un mariage avec un veuf, moi, on me l'a passé, et puis moi j'ai dit non, j'ai commencé à pleurer. Donc, quand il y en a un qui est venu frapper à la porte, c'était le fils d'une madame qui habitait au-dessus de la cité. C'était pour les papiers, donc c'était mariage pour les papiers. Ah, oui. Papiers en ordre, c'est la liberté, quoi. Ouais. Donc voilà. Et quand j'ai dit non, ma mère, elle est hystérique et tout, et quoi, que va dire les autres, la honte et tout, puis les insultes aussi. Donc on subit les insultes, les violences, même si elle est verbale, presque physique, mais la violence elle est quand même là. Et puis je lui ai dit, ça va, ok, tu me maries, mais je te jure, sur ma tête, sur ta tête, sur la tête de tout le monde, 3 jours après, je me divorce. Elle dit, si, t'es tranquille, je me marie et t'es tranquille. Ça va? Et quand on est divorcé, on n'est plus la fille du diable, on est divorcé, on n'a juste pas de chance, quoi. Donc du coup, ils ont très vite fixé ce truc-là. Le type, c'était un type qui était orphelin, qui venait d'Algérie, et qui venait pour les papiers. D'ailleurs, il fréquentait quelqu'un, il fréquentait même un homme, je dirais. Donc, pour ajouter un petit peu, hein. Moi, ça m'arrangeait bien, mais bon, malgré tout, les choses se concrétisent. Hein. On fixe la date, je me marie, c'est horrible. J'ai vécu un truc dans la salle où il y avait des invités, etc. Enfin, lui, il avait bu dans le café d'à côté, donc il était ivre-mort. Parce que au mariage, il n'y a pas d'alcool. Ouais. Donc ils vont boire à côté des hommes. Hein.
Donc ben, il vient, il revient, etc. Et puis il commence à danser, et puis il drague les filles, il dit qui c'est qui va être celle qui va rendre ma femme cocu et tout. Je dis toi, je te jure, espèce de connard, toi tu vas me le payer. Bientôt tu vas retourner dans ton pays, tu vas remettre tes chaussures en plastique, tu vas retrouver ton sable de ton pays. Mais t'inquiète pas, ok, bon ben voilà. Donc on désigne une marraine, hein, puisqu'il faut une marraine pour aller dans la chambre nuptiale, et puis bon, il me viole. Je n'ai plus mal à ma femme, il me reste encore des douleurs, mais comme je l'ai beaucoup raconté, donc j'ai un peu moins d'émotions. Avant je pleurais, je ne pouvais même pas le raconter d'ailleurs. Et puis bon ben voilà, pour voir si j'étais vierge. Donc il fallait encore montrer le drap à ce moment-là. Donc voilà, donc je me suis mariée le samedi, et puis le lundi je suis allée au juge de paix, j'ai expliqué la situation, il m'a dit ben non, on ne peut pas annuler. J'ai dit ouais, il m'a fait ça. Ben, du coup, ben non, vous faites une démarche pour divorcer, etc. Donc du coup, moi j'ai rencontré un type qui était un maréchal des logis, on disait ça avant, et je lui ai expliqué, donc je suis allée le voir, il m'a dit t'inquiète, on va le foutre donc à la frontière dans l'avion, etc. Il est retourné, donc il est expulsé. Et puis ben, j'ai quand même eu mes parents, enfin mon père ne disait rien parce que c'était ma mère qui commandait, qui portait un peu la culotte quand même. Et là, elle m'a laissé tranquille après. Donc, et tu as divorcé quand même? Ah, j'ai divorcé, oui, c'est ça. J'ai divorcé. Il a fallu combien de temps? Ben, en fait, c'était pas un mariage. Lui n'était pas là, puisqu'il était expulsé, il était en Algérie. Donc il m'a fallu au moins, donc c'était en 81, puis 3 ans ou 4 ans, je crois, pour avoir mes papiers de divorce. Ouais, à l'époque. Donc on passe en chambre de réconciliation. Et comme il n'est pas là, etc., moi je suis passée qu'une fois, au lieu de 2, je pense, à l'époque. Et puis voilà. Et voilà. Et quelque part, je n'en veux pas. Hein. Moi je n'ai pas je ne veux pas en vouloir à ma mère, ni à personne d'ailleurs. C'est comme ça, c'est ainsi, mais je fais ce que je veux. Ben oui, moi. Je fais ce que je veux. Ben c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'étais j'étais assez... je suivais quand même un petit peu la religion, comme je pouvais, comme on me l'avait appris, et puis là, non. Ça m'a... Je suis contente quand même, Roland, que tu as réalisé que les Occidentaux ne pouvaient pas réfléchir de la même manière que chez nous. C'est d'une évidence, mais ça se dit même pas, ça va sans dire ce truc-là. Oui, mais... Et ça, je suis contente, parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'ils prennent la parole, ils ont leurs avis, et c'est bien que les gens puissent avoir leurs avis, etc., mais c'est trop de chemin. Soudain, une bande de mecs me siffle, ils n'ont pas 13 ans, disent que je les excite, et quoi? Mademoiselle, sois pas agressive, tu m'as provoqué avec ta jupe qui glisse.